Soyez les bienvenus, merci de votre fidélité pour ce nouveau numéro d'International. Notre invité aujourd'hui, c'est la première fois que nous l'accueillons sur le plateau de cette émission, Michaël Jean, secrétaire général de la francophonie. Merci d'être avec nous. La francophonie, un espace culturel, linguistique, un espace de gouvernance. De cela, nous allons beaucoup parler. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette première émission ensemble parce que, peut-être peut-on le rappeler ici, les premiers téléspectateurs de TV5 vous ont connu, voici un peu plus d'une vingtaine d'années. Vous présentiez des journaux avec Radio-Canada et c'est en quelque sorte des retrouvailles puisque vous étiez journaliste chez nos amis de cette grande télévision du Québec et du Canada. Peut-être pour mieux faire connaissance, avant de vous poser les questions avec Sophie Malibaud de RFI et Christophe Ayat du Monde, je vais vous proposer justement ce portrait en quelque sorte, les vies de Michaël Jean, avant de vous poser toutes les questions sur l'actualité et sur cet espace toujours un peu mystérieux qu'est la francophonie. Michaël naît à Haïti en 1957. C'est le début de la dictature de François Duvalier, le début de la terreur, des arrestations arbitraires. Son père est emprisonné et torturé. Comme des milliers d'Haïtiens, la famille Jean fuit l'île. Michaël a 11 ans quand elle s'installe au Québec. Encouragée par ses parents professeurs, la jeune fille étudie, milite et devient la première présentatrice noire du pays. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Montréal, une île, une ville et maintenant une toute nouvelle administration. En 2005, la jeune journaliste devient gouverneure générale du Canada. Chef d'État et chef des armées, la petite haïtienne représente désormais la reine d'Angleterre. Elle parcourt le monde et rencontre les plus grands. Avec Barack Obama, elle partage ce même destin. Première personnalité de couleur à la tête d'un État occidental. Je suis arrivée là, réfugiée, et me voilà aujourd'hui à la tête de la plus haute institution de l'État. C'est ça le Canada, c'est ça le Canada. C'est possible. Jamais la gouverneure n'oubliera d'où elle vient. Après le tremblement de terre à Port-au-Prince, son cœur haïtien pleure. Whose courage? Et elle en appelle à la solidarité internationale. Michaël Jean n'en finit pas de surprendre. En novembre dernier à Dakar, elle devient la première femme à diriger l'Organisation internationale de la francophonie. La feuille de route sur laquelle les chefs d'État et de gouvernement se sont entendus est l'une, je dirais, des plus ambitieuses et des plus audacieuses que la francophonie se soit jamais donnée. L'idée d'une francophonie économique. Pour encourager cette francophonie moderne et tournée vers l'avenir, Michaël Jean a déjà présenté cette semaine à Paris le premier rapport sur le numérique dans les pays membres. Internet se retrouve également au cœur de sa prochaine campagne de mobilisation des jeunes sur le climat. Je pars rassuré d'être remplacé à ce poste éminent par Madame Michaël Jean, qui a toutes les qualités pour porter haut, très haut, le flambeau de la francophonie. Merci, Monsieur le Président. Manifestement émue, la nouvelle secrétaire générale sait que les défis qui l'attendent sont immenses. Voilà pour ce portrait qui suscite toujours une émotion. On l'a vu il y a un instant. L'espace francophone, 80 pays, 274 millions de locuteurs. Comment vous définiriez la francophonie par rapport à ces jeunes que vous appelez, que vous citez souvent? C'est un espace culturel, c'est linguistique, c'est un espace de droits humains, c'est quoi exactement? C'est tout ça au fait, c'est un espace bien sûr qui rassemble des pays autour de valeurs clairement exprimées dans la charte de la francophonie, qui sont celles de la démocratie, de la solidarité, de la fraternité. C'est un espace politique également, éminemment politique. C'est un espace qui se veut aussi un espace de plus en plus économique, où l'on peut rêver d'un espace économique francophone. C'est un espace sur les 5 continents, donc de très grande diversité également. Un mot sur vous, on a vu ce portrait. Cette histoire-là, elle ne peut arriver qu'au Canada. La petite immigrée, première femme à présenter des journaux télévisés dans ce grand pays, et puis gouverneur général. C'est une histoire très singulière.
Première femme à présenter les journaux télévisés, non. J'ai été la première femme noire. Ouais. À le faire à Radio-Canada. On avait des animateurs... Mais sur l'histoire globale, sans détailler chacune de ces séquences. Je dirais qu'en effet, tout ça, c'est aussi le Canada. Le Canada contient un peu le monde. Le Canada est un pays d'immenses possibilités. Et je sais qu'alors que j'effectuais des visites d'État en tant que gouverneur général et commandant en chef du Canada, souvent des chefs d'État, d'ailleurs d'autres pays, me disaient « Mais comment est-ce possible? Vous n'êtes pas né au Canada. Vous êtes arrivé là réfugié avec vos parents. » Certes, eh bien c'est ça le Canada. Et en ayant à représenter ce pays partout à travers le monde, cela lançait un signal aussi très fort. Eh bien écoutez, on reçoit ce signal en vous accueillant aujourd'hui. Beaucoup de questions à vous poser avec mes collègues en retenant une date. Vous prenez vos fonctions le 5 janvier, le 7, il y a les attentats de Paris, le 20 mars, journée de la francophonie, le 20 mars également, c'est la fête nationale en Tunisie et il y a des attentats. Question sur le terrorisme, Sophie Malibaud. Oui, tout simplement, qu'est-ce que vous pensez quel rôle vous pensez que la francophonie est amenée à jouer sur le terrain de la lutte contre le terrorisme et comment vous définissez cette menace aujourd'hui qu'on voit les attentats qui se déroulent du Yémen jusqu'à Tunis et en passant par Paris? En fait, j'arrive à Paris, en effet, pour prendre mes fonctions de secrétaire général. L'avant-veille de Charlie, comme on dit. Oui, voilà, le 5 janvier. Le 7, on sait ce qui s'est produit, cette attaque contre Charlie Hebdo. Le 8, ou le 9, contre cette épicerie cachère. Et j'arrive du Canada, où 1 mois et demi, à peine... auparavant, nous avons eu cette attaque aussi sur le Parlement canadien, à l'intérieur du Parlement. L'assaillant serait rentré 10 minutes plus tard, que c'eût été un carnage. Tous les députés, tous les ministres, tous les sénateurs sortaient de leur session de travail. Les journalistes arrivaient aussi pour la période des questions traditionnelles et il aurait vraiment mitraillé sur toutes ces personnes. Donc, nous réalisons... impuissante par rapport à ça? Pas du tout impuissante. Il ne faut absolument pas se sentir impuissante. C'est désormais notre affaire à tous. C'est cette grande marche dans Paris qui a été ma première marche dans les rues de Paris, alors que comme secrétaire général de la francophonie, avec tous les chefs d'État qui ont répondu aussi à l'appel de François Hollande pour que nous fassions tous bloc face à cette menace terroriste, était un moment aussi, je dirais, qui m'a renforcé dans mes convictions. Alors que peut la francophonie? Tout d'abord, ce que je sais fort bien, puisque j'ai été commandante en chef au Canada et que nous étions, par exemple, déployés en Afghanistan, des forces armées. Il y a 3 pôles sur lesquels s'appuyer pour lutter contre le terrorisme. Premièrement, le pôle de la défense. La défense, et l'on pense d'emblée à l'action militaire. Mais il existe aussi d'autres actions qui sont tout aussi importantes. Vous voulez parler du renseignement militaire, par exemple? Renseignement militaire, et là, pour ce qui est même de la stratégie numérique de la francophonie, nous pourrons en quelque sorte, et nous y pensons, produire des outils que les pays pourront utiliser pour la surveillance de leurs frontières. Ça, c'est très très important. Ils sont incontournables, ces outils, ils sont nécessaires. D'autre part, il y a aussi la sensibilisation. Il y a l'accompagnement de toutes les actions, les initiatives de la société civile pour lutter contre l'embrigadement des jeunes. Très important également. Donc, nous arrivons aussi sur ce pôle de défense. L'autre, diplomatie active. La diplomatie. Très important. Par exemple, lorsque naît cette force multinationale mixte pour lutter contre Boko Haram, les chefs d'État des pays concernés me parlent. Nous avons des échanges fréquents, me demandent aussi de relayer leur message vers la communauté internationale pour un renfort au niveau logistique, au niveau technique, au niveau financier également pour mener ce combat. Vous vous sentez entendu quand ces pays s'appuient sur vous? Tout à fait, parce que je me suis rendue à New York début mars et ça a fait partie de mes échanges. Nous avons eu une session de travail de près d'1 heure, le secrétaire général Ban Ki-moon et moi. Il existe un lien aussi, un accord de partenariat très fort entre l'ONU et l'OIF. Ça fait partie aussi de mes conversations avec le président du Conseil de sécurité de l'ONU. Christophe Ayat, Le Monde. Oui, vous avez, il y a énormément de pays membres de la francophonie qui sont concernés par on l'a dit, la France, Charlie, la Tunisie, etc. Le Mali, le Sénégal. Le Mali, le Sénégal, le Niger. Il se trouve que la France... Le Cameroun.
a décidé de jouer un rôle particulier en Afrique dans cette lutte contre le terrorisme en mettant en place ce dispositif Barkhane. Est-ce que pour vous, la France est une sorte de puissance tutélaire, un gendarme, un protecteur est-ce que ça ne pose pas problème à ces pays qui, certes, ont besoin d'être protégés, mais peuvent être aussi déstabilisés par la réapparition de l'ancien colonisateur sous une forme armée? Je pense que il faut surtout penser à là où nous sommes ensemble aujourd'hui. La France répond à l'appel, sachant comme aussi un pays membre de la francophonie. Il faut rappeler que le Mali a en effet appelé la France. Tout à fait. Et ne pas oublier non plus qu'au dernier sommet de la francophonie à Dakar, au cœur de la déclaration finale, on retrouve aussi une résolution où les États et les gouvernements de la francophonie ont vraiment statué sur la nécessité d'agir tous et ensemble dans la lutte contre le terrorisme. Donc la France répond, mais elle le dit haut et fort aussi qu'elle ne peut pas le faire seule. Et aussi, voyons toutes ces actions concertées menées par les pays africains eux-mêmes qui sont pris et confrontés à cette menace quotidiennement et qui se sont mobilisés, qui disent la même chose. Et la France relaie ce message comme moi, secrétaire général de la francophonie, je le fais également, vers la communauté internationale, disant c'est notre affaire à tous. Souvenons-nous que ce n'est pas le problème d'un pays ou d'un autre, c'est vraiment un problème face auquel nous devons nous associer et agir comme la priorité de tous les instants. Mais ça veut dire que c'est un magistère moral que vous représentez? Absolument, c'est un magistère moral que je représente. Mais d'une certaine façon, c'est la question en effet que posait Christophe, il y a une forme aussi d'impuissance. C'est le magistère de la parole? Surtout, ne cédons pas à cette idée de l'impuissance. Nous ne sommes pas impuissants. Nous pouvons agir ensemble. Nous avons pris la résolution de le faire. Chaque mot compte, chaque action compte. Les actions concertées sont très importantes parce que cette situation de l'insécurité, de l'instabilité est dramatique pour tous les efforts investis, pour ces pays qui visent l'émergence, qui veulent la croissance économique. Nous nous sommes entendus aussi autour d'une stratégie économique et d'un espace économique francophone. Et il est important aussi que nous ayons toutes les conditions réunies pour relever et gagner ce pari. Céder à un sentiment d'impuissance face à ce péril qui est là tous les jours face à nous serait déjà battre en retraite et donner raison à ceux qui veulent faire peser cette terreur sur le monde. Vous parliez tout à l'heure du numérique, du renseignement de façon très concrète. Est-ce que vous êtes aussi vigilante sur ce que cela pourrait donner des abus dans la surveillance, des appareils qui se renforcent de ce point de vue, et puis le Big Brother et la sécurité, moins de liberté, c'est-à-dire face à la crainte? Au fait, bien sûr, si vous avez pris connaissance de notre rapport sur la stratégie numérique et l'état des lieux du numérique dans la francophonie, vous verrez que ce sont des questions qui sont posées. C'est-à-dire comment l'on peut aussi gérer au mieux la gouvernance numérique, la gouvernance sur Internet est très très importante. Sur la protection des données confidentielles, sur la protection par exemple des noms de lieux. Donc c'est une réflexion que nous menons et c'est une expertise aussi que nous sommes en train de développer au sein de la francophonie parce qu'elle est essentielle dans le respect de la souveraineté des pays et dans le respect des droits aussi des citoyens. Il y a, vous disiez, voilà, nous travaillons à un espace économique francophone, des échanges, etc. Il y a un pays qui, en ce moment, par exemple, est dans une grande fragilité, c'est la Tunisie. Oui. Et ce pays est peut-être le seul à avoir mis en œuvre une démocratie après ce qu'on a appelé les printemps arabes. J'ai pas l'impression qu'il y ait une mobilisation, mais je ne parle pas que de la francophonie, mais ni du G8, ni de la Banque mondiale, du FMI, des pays occidentaux, et de la francophonie non plus. D'une certaine manière, il n'y a pas de primo-vertueux. On n'a pas mobilisé beaucoup d'argent pour aider la Tunisie. Qu'est-ce que... Je vous dirais une chose. Il faut surtout saluer ce que la Tunisie, les Tunisiennes et les Tunisiens ont accompli.
Je pense que cette sortie de crise, ce rétablissement de la démocratie, ce renforcement des institutions, des élections qui se sont tenues, mais vraiment de manière remarquable et exemplaire, c'est ça qui compte. Comment les Tunisiennes et les Tunisiens ont décidé aussi de jouer leur propre carte, sachant très bien qu'investir dans les institutions, dans la démocratie, leur sera aussi rendu au centuple, parce que c'est une façon aussi d'attirer vers eux, en quelque sorte, par un état de droit fort, des investisseurs, de relancer leur économie. Aujourd'hui, leur situation fait qu'ils sont vulnérables, ne serait-ce que du fait de la proximité avec la Libye. Qu'est-ce que vous pensez que la francophonie, quel doit être le propos de votre organisation à l'égard de la Libye? Est-ce qu'il faut intervenir dans ce pays? Comment est-ce que vous voyez les choses? Vous voyez, dès mon arrivée, dès ma prise de fonction, j'ai réagi aussi souvent sur les crises qui traversent la francophonie. Et là, je vous dirais, de l'Ukraine, qui est aussi un pays de l'espace francophone, les pays limitrophes qui sont nombreux aussi à faire partie de l'espace francophone, à l'Afrique, sur son ensemble, et sur toutes ces crises que nous vivons tous. Et je vous dirais que ce soit, il n'y a pas un problème tunisien, il y a un problème qui nous heurte tous et qui nous concerne tous. Lorsque j'ai parlé, par exemple, au président tunisien, pas plus tard qu'hier, la première phrase, sa première attaque dans notre conversation a été de dire « nous resterons debout ». Et mon sentiment était qu'il le disait non seulement pour la Tunisie, mais qu'il le disait pour nous tous. Donc c'est comme ça qu'il faut le penser. Il faut le penser comme stratégiquement, comme des actions à mener ensemble. Et la Tunisie, comme d'autres pays, se retrouve dans une situation extrêmement vulnérable. Nous-mêmes, nous tous, partout où nous sommes. On pourrait dire que la France aussi est dans une situation. Le cas de la Libye. Le cas de la Libye, je pense, nous concerne aussi tous, parce que l'embrigadement des jeunes qui répondent à cet appel pour mener je ne sais quel djihad, mais ces jeunes dont on exploite le désenchantement, le sentiment d'impasse, le sentiment d'un avenir bouché, ces jeunes qui ne vivent que la marginalisation, souvent seront tentés par cet appel très bien mené, attention. C'est-à-dire que la réponse n'est pas que militaire, il faut un environnement éducatif. Il faut un environnement éducatif, il faut de la sensibilisation. Mais là, vous êtes sur le long terme. Absolument que nous devons travailler sur le long terme, à la fois le court terme, le moyen terme et le long terme. Et chaque action est nécessaire, chaque prise de conscience est nécessaire. D'où l'importance aussi d'utiliser tous les moyens pour lutter contre l'embrigadement des jeunes. Et prenez un pays comme le Tchad. Le Tchad qui répond, n'est-ce pas, avec beaucoup de vigueur. Le Tchad qui est présent au Mali, sur toutes les opérations décidées à l'Union africaine. Toutes ces opérations, en effet. Oui, notamment contre Boko Haram. Oui. Notamment contre Boko Haram. Mais le Tchad se retrouve vraiment enclavé entre le problème libyen, le problème du Soudan, la frontière avec le Nigeria, avec le Niger, avec le Cameroun. Et l'on parle souvent des Tchadiens en disant, bon, voilà, ils répondent, et ce sont des guerriers qui savent vraiment mener ces opérations de lutte contre le terrorisme, mais à raison, puisqu'ils sont, je veux dire, frappés et encerclés de toutes parts. Mais cette situation d'encerclement, nous la vivons tous, n'est-ce pas? Toutes ces attaques, que ce soit les Chebabs de Somalie, que ce soit Boko Haram, que ce soit Daesh, ou peu importe, ce sont des stratégies bien menées et qui nous étourdissent. Il y a cet effet d'encerclement que nous ressentons tous. Et cette stratégie de la terreur, elle a pour but une seule chose, frapper tous nos esprits. Nous mettre dans cet état d'incertitude et d'insécurité constant, et même troubler nos rapports les uns avec les autres. C'est-à-dire que nous nous mettons à nous regarder les uns avec les autres avec cette espèce de soupçon. Ça, c'est le constat, Michaël Jean. Méfiance. Mais concrètement, est-ce qu'il faut une implication armée beaucoup plus forte? Par exemple, vous avez été chef des armées du Canada. Est-ce qu'il faut envoyer plus de militaires sur le terrain? Parce que le constat, nous le faisons tous, effectivement. Il faut agir sur les trois fronts. C'est-à-dire le front militaire, certes, la défense. La diplomatie. Et la défense avec aussi toutes les actions de la société civile. La diplomatie. La diplomatie, très important. Répercuter, dire, alerter, aviser. Et puis le développement. Parce que le développement est essentiel. Créer les possibilités pour les jeunes, leur donner la possibilité face à ceux qui cherchent à les embrigader pour commettre le pire, être ou victime de l'irréparable ou commettre l'irréparable, leur donner la possibilité de dire non merci, je ne veux pas de cette terreur-là, je ne veux pas vivre avec la peur au ventre tous les jours. Et c'est ça. Et là, le développement est important.
Alors, on y revient dans un instant. Avant cela, sur les antennes de RFI et sur celles au pluriel de TV5 Monde, voici un point de l'actualité. On vous retrouve tout de suite, Michaël Jean. Retour international, nous accueillons aujourd'hui Michaël Jean, secrétaire général de la francophonie. Avant cette pause et en liaison avec l'actualité, nous parlions du terrorisme. Vous nous rappeliez le rôle de la francophonie comme acteur moral aussi pour lutter contre cette francophonie. On va en parler plus globalement. On le répète, 80 pays, 274 millions de locuteurs, mais dites-moi, dans ces 80 pays, il y a un certain nombre d'entre eux qui ne sont pas vraiment des vitrines présentables de démocratie. En matière de gouvernance, en matière de processus électoral, on bricole parfois la Constitution au dernier moment. On constate et rien d'autre. On peut suspendre, on peut agir, on peut appeler un chef d'État en lui demandant d'être un peu plus respectueux de la Constitution. Comment vous voyez votre rôle ? Je pense que, de par la charte de la Constitution, je dirais de la francophonie, on parlait de constitution, le mot me vient tout de suite, de par la charte de la francophonie, nous encourageons constamment au renforcement de l'état de droit, le respect de l'état de droit. Mais ce qui déroge. Le respect des lois organiques, électorales, le respect des constitutions. Ce qui déroge, forcément, se retrouve aussi face à la sanction. La sanction de la francophonie elle-même, mais la sanction aussi des populations. Attendez, la sanction de la francophonie, c'est quoi ? On peut suspendre un pays. On peut suspendre un pays. On peut condamner un changement de constitution tardif. On lance des signaux, des avertissements, on condamne, on peut suspendre. Vous en avez envoyé là des signaux depuis votre arrivée sur ce chapitre du respect des constitutions ou de la règle du nombre de mandats limités ? Ce qui est très important, et ça, je crois que d'un commun accord avec les chefs d'État et de gouvernement, c'est que je puisse aussi, à tout moment, parfois soulever des questions difficiles. Or, le rapport entre nous dépend aussi de ce pacte qui veut que par moment, je puisse envoyer le signal, attention, je m'inquiète. Confidentiellement, cela se fait par diplomatie fine, c'est-à-dire ça peut se faire aussi ouvertement par un communiqué, une réaction. Je l'ai fait. Cela peut se faire aussi dans des discussions. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que depuis mon arrivée, je suis en contact constant avec les chefs d'État et de gouvernement. Et parfois, bien sûr, on nomme des choses et l'on dit des choses qui ne sont pas forcément toujours agréables à entendre. Excusez-moi, si vous n'êtes pas entendu, la rue est dans son droit, comme on l'a vu au Burkina Faso ou ailleurs, elle est dans son droit pour pousser au départ d'un certain nombre de dirigeants qui sont là depuis 20 ou 30 ans ? On l'a vu au Burkina Faso. Ouais. On pourrait le voir ailleurs. Je ne vais pas citer ici les pays, mais on pourrait le voir dans d'autres pays. On pourrait le voir ailleurs, forcément. Et les citoyens seraient dans leur rôle, dans leur droit ? Je crois que ce à quoi nous devons nous faire aussi, le printemps arabe l'a montré, ce qu'on appelle le printemps arabe, c'est qu'il y a, oui, ces mouvements qui viennent de la base, qui viennent souvent de la jeunesse et qui se manifestent, qui parlent haut et fort. Quelle est l'importance de ces mouvements sur le continent ? Ils sont interconnectés. Il y a Y en a marre au Sénégal, il y a d'autres mouvements en République démocratique du Congo, il y a le ballet citoyen. Quelle est l'importance de ces mouvements-là ? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment généralisé, qu'on assiste à un phénomène tout à fait nouveau ? Et pourquoi ces jeunes qui sont dans ces mouvements-là ne sont pas dans les partis classique ? Alors, c'est un mouvement, je pense, qui prendra de l'ampleur. On peut s'y attendre. On le voit. Tous ces mouvements que vous citez, vous voyez déjà, ils ont le droit de citer même autour de cette table. Nous savons, nous les entendons. Et je pense que ça participe aussi d'un éveil des populations. Nous avons forcément accompagné la société civile dans cet éveil, dans cet état de vigilance, cet état aussi de reconnaissance de ses droits et libertés, tout comme de ses devoirs et de ses responsabilités. Donc il va de soi que forcément la société civile se manifeste. Et il va falloir aussi, à nous tous, de tous nos pays, nous apprendre à composer avec ces voix qui s'élèvent et qui veulent être entendues. Il y en a qui sont en détention en République démocratique du Congo actuellement. Ils sont qualifiés de menaces pour la sécurité de l'État. Ce sont des gens qui prennent des risques, qui se mettent en première ligne. Exactement. Comment se fait-il que les partis classiques ne jouent pas ce rôle ? Alors, je pense que les partis classiques ont à se poser cette question, c'est-à-dire cette espèce de déconnexion
avec la population, et puis des populations aussi qui sont beaucoup plus éveillées, beaucoup plus alertes sur tout ce qui vient enfreindre les droits, les libertés, la Constitution, et j'estime qu'il y a là quelque chose de très sain. Il va falloir aussi apprendre à engager le dialogue avec ces populations de plus en plus éveillées. Dans les 12 mois qui viennent, il va y avoir pas mal de consultations électorales à haut risque, essentiellement dans les pays africains. Au Togo, au Congo-Brazzaville, Gabon, etc. Est-ce que la vocation de la francophonie, c'est d'observer, de délivrer un certificat de bonne élection ou pas? Est-ce que c'est aussi d'édicter des règles? C'est-à-dire, on ne modifie pas la Constitution à tant de mois, ou pas plus de mandats, etc. En fait, le mandat de la francophonie, et cela inclut mon rôle et mon autorité comme secrétaire général, dans cette confiance que m'ont accordé les chefs d'État et de gouvernement, c'est d'une part dans les règles institutionnelles de l'organisation, d'être en état de veille, de s'assurer que les constitutions sont respectées, de s'assurer que les lois électorales sont respectées, et même lorsqu'il y a sanction, par exemple, d'un pays, nous continuons de l'accompagner. Nous continuons d'accompagner la sortie de crise, nous continuons d'accompagner aussi la réflexion autour de l'état de droit, autour de la démocratie. Donc, notre rôle concrètement, c'est par exemple, déjà nous aurons à peu près 18 scrutins qui se tiendront d'ici 2016 dans la francophonie, et principalement, vous l'avez dit, en Afrique. Déjà, l'appel est entendu de tous ces pays qui demandent l'accompagnement de la francophonie dans l'espace, dans la préparation de la préparation du processus électoral, par exemple la préparation des fichiers électoraux, le travail. Est-ce que c'est à vous de dire à un moment les règles ne sont pas respectées, nous partons? Est-ce que il peut arriver que la francophonie dise ce pays est suspendu, et de le faire savoir haut et fort, au point que ça finit par lui poser un problème? Parce qu'on n'a pas l'impression que jusqu'à présent la francophonie est pesée dans les choix des dirigeants. Alors, ce qui est intéressant, c'est de s'affranchir ou pas de ces règles démocratiques. Ils calculent, c'est des gens qui regardent de près, mais j'ai pas l'impression que la position de la francophonie ait été pour eux déterminante. C'est intéressant que vous disiez que vous n'avez pas l'impression, et c'est la deuxième fois qu'en posant une question, vous dites ça. Je suis confrontée aussi à cette situation où il y a un déficit de communication sur ce que fait la francophonie et ce qu'accomplit la francophonie. Déjà, en amont du processus électoral, nous avons des missions déployées, y compris au Togo, vous parlez du Togo, qui pour préparer le processus électoral, pour aussi mettre en place des fichiers électoraux, intervenir aussi en cas de contentieux, très important. Le fichier électoral au Togo, il est mis en cause. Il y aurait 30% à peu près d'électeurs fictifs. Est-ce que vous travaillez à ce que... Nous avons déjà une mission déployée au Togo pour examiner justement ce contentieux et voir ce qui ne va pas, et examiner avec la commission électorale nationale indépendante là où le problème se pose, et nous jouons ce rôle d'accompagnement. Nous sommes là aussi prévu pour le 15 avril. Est-ce qu'il est possible éventuellement que vous interveniez d'ici là pour dire les choses ne sont pas prêtes? Mais c'est de notre devoir, de le faire, et nous sommes appelés aussi pour cela. C'est-à-dire que nous sommes là pour intervenir en cas de contentieux, comme nous sommes là aussi pour accompagner le processus électoral. Nous serons là pendant la tenue du scrutin, parce que nous voulons nous assurer que le scrutin se passe bien, et parce que nous savons que pour un pays, c'est extrêmement important. Les investisseurs prêtent une attention particulière à cela aussi. C'est-à-dire comment un pays mène ses élections. C'est une carte très très importante pour la crédibilité du pays. Et puis nous sommes là aussi ensuite, après la tenue du scrutin, pour le renforcement institutionnel. Michaël Jean, derrière ces questions que l'on vous pose, il y a l'interrogation. On a peut-être manqué en matière de communication, de visibilité ou de lisibilité. Mais au fond, que vous avez une forme de diplomatie un peu discrète, un peu ouateuse, un peu bienveillante, et qu'au fond, il ne se passe pas grand-chose quand un pays déroge, bricole sa constitution, lorsqu'il y a depuis 30 ans qui retarde une consultation, que peut-être il y a en coulisses quelque chose, mais qui n'a pas une action forte, une expression forte de la francophonie.
Je suis consciente de cela et c'est pour moi un défi très important. C'est-à-dire que mon intention, c'est de porter toujours plus loin, de rendre la francophonie, de parler plus fort, de rendre la francophonie plus audible, plus lisible, mieux comprise. Et ça, c'est important. Et pour cela, il faut aussi de la méthode. Il faut communiquer, il faut cette force aussi, cette réactivité. Vous pouvez parler d'égal à égal avec un chef d'État. Vous avez été gouverneur général du Canada. Mais je le fais depuis mon arrivée, je vous assure. Non seulement j'en ai reçu, le président Alpha Condé, qui va m'accueillir dans son pays, dans quelques heures, est venu me voir à Paris. Je reçois les chefs de gouvernement. Est-ce qu'on redoute la francophonie dans son jugement, dans l'évaluation qu'elle peut faire d'un processus électoral? Écoutez, ce qui est certain, c'est que Madagascar, qui a été suspendu, et qui maintenant a regagné sa place dans la francophonie, peut en témoigner. C'est-à-dire, et même après que Madagascar ait été suspendu, nous avons quand même continué, nous avons gardé les liens, parce que cela est important. Il faut avancer aussi dans la réflexion et sur le rétablissement de l'état de droit, de l'ordre institutionnel, et nous accompagnons les pays aussi en leur sortie de crise. Regardez, j'arriverai. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui de la situation au Congo-Brazzaville, par exemple, avec les velléités très fortes, le projet de loi pour le changement de la Constitution? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, en ce moment, que je sache, on en parle beaucoup, mais je n'ai pas vu encore le président Sassou Nguesso s'avancer et dire « je vais modifier la Constitution ». C'est sûr qu'il se retrouve... Et s'il le fait, vous allez réagir ? Mais forcément qu'il faudra réagir. Vous condamneriez, par exemple, un changement de Constitution ? Écoutez, je pense que déjà, lorsque des constitutions ont été violées, l'ordre constitutionnel et l'état de droit a été violé par d'autres pays, nous les avons suspendus. C'est en ce moment, même prenez la République centrafricaine. Si le Congo-Brazzaville met les formes et change sa constitution, vous ne trouvez rien à dire à ça? Mais là, nous sommes sur de l'hypothétique. Ça reste une hypothèse. Ça reste une hypothèse. Il faut voir aussi comment les choses vont évoluer. Pour le moment, je m'en voudrais quand même de me prononcer sur quelque chose qui demeure une hypothèse. Mais prenez la République centrafricaine. La République centrafricaine a été suspendue après ce qui s'est passé. Nous continuons à appuyer et accompagner la République centrafricaine. Nous sommes là, j'ai parlé à plusieurs reprises à Madame Samba Panza, la présidente, sur tout ce qu'elle met en place pour lutter contre l'impunité, pour la sortie de crise, pour la mise en place aussi des conditions par le dialogue, dans le dialogue autour de la vérité pour une réconciliation nationale. C'est ce que nous faisons. Nous avons un envoyé spécial aussi qui est Louis Michel, qui travaille également sur... Est-ce que vous vous sentez aussi libre avec tous les pays? Quand on voit par exemple ce qui se passe vous parliez du Tchad tout à l'heure. Oui. Ce pays, vous le savez, est au cœur du dispositif de lutte contre le terrorisme. C'est ce que vous mentionniez. Est-ce que vous pourrez être aussi sévère avec un Idriss Déby qu'avec un chef d'État dont qui est moins au cœur de la stratégie? Idriss Déby et moi, le président Idriss Déby et moi, nous nous sommes parlé à plusieurs reprises depuis mon arrivée le 5 janvier, et je m'étais rendue aussi au Tchad, le rencontrer durant la campagne. Donc la conversation est fluide. Nous parlons. Et d'ailleurs, pour ces chefs d'État, c'est d'autant plus important. Tous les chefs d'État de la région, par exemple, qui se sont rassemblés autour de cette force multinationale mixte, m'ont tous téléphoné parce que la conversation est constante, le contact est important. Sachant par exemple que je me rendais à l'ONU, à New York, ils savaient fort bien que j'avais à répercuter aussi cette mobilisation africaine auprès de l'ONU, donc que j'allais travailler avec le secrétaire général Ban Ki-moon et aussi avec le Conseil de sécurité. Parce que désormais, on ne peut pas réfléchir sur ces questions de toute urgence sans inclure aussi la francophonie qui est frappée par toutes ces crises. Christophe Ayad. La francophonie, c'est 80 pays, vous l'avez bien dit. Et à la fin de l'année, il y a une conférence extrêmement importante à Paris sur le climat, qui va prendre des engagements pour plusieurs années. Est-ce que la francophonie va adopter une position en bloc qui s'appliquera à tous ses membres, ou est-ce que chacun a ses intérêts, notamment le Canada, qui n'a pas forcément la même vue des engagements à prendre. Pour parler de l'Alberta et ses fameux sables bitumineux. Oui. Voilà, Alors, écoutez, je sais que vous me posez cette question parce que je suis canadienne. Mais cela dit,
une fois secrétaire général de la francophonie, je deviens haut fonctionnaire international. Et l'important, c'est vraiment d'envoyer les mêmes signaux à tous les pays de la francophonie. Et je le ferai avec le Canada comme avec tous les autres. Une chose est claire, nous sommes tous pollueurs. Nous sommes tous pollueurs. Mais certains plus que d'autres. Nous sommes tous pollueurs. Nous avons tous des difficultés avec la gestion des déchets. Nous avons tous des difficultés avec le recyclage. Le Canada, par rapport à la Chine, en dégagement de gaz à effet de serre, c'est 6 fois ce que pollue la Chine par tête. Pour cette conférence de la dernière chance, je l'appelle comme ça, qui va se tenir à Paris, nous devons tous arriver avec des engagements. Et mon souci, c'est de m'assurer que les pays de la francophonie, qui sont des pays qui peuvent témoigner de l'impact dévastateur du réchauffement climatique, parce que nous sommes des pays de forêt boréale et de forêt tropicale, des pays côtiers, des pays insulaires, des pays désertiques, des pays polaires. Donc nous avons tous à avancer ensemble et avec des engagements. Arriverons-nous à une position commune ? Nous verrons. Mais cela dit, il faut que les pays francophones puissent participer à cette réflexion. Et là se pose la question du français, la possibilité de participer en français. Parce que le problème, comme s'il s'agit d'une conférence de l'ONU, le drame, c'est de pouvoir, à cette conférence, français, langue officielle, langue de travail aussi de l'ONU, pour les pays francophones, de pouvoir y participer pleinement et en français. Ça change quelque chose de traiter cette question en français ? Écoutez, quantité de pays de la francophonie qui participeront à cette réflexion souhaitent le faire dans la langue française. Langue française qui est la langue officielle de plus d'une trentaine de pays de la francophonie. Donc il y aura une position de groupe ou pas ? Il y aura déjà, nous avons une concertation ministérielle sur la question de tous les ministres de l'environnement des pays de la francophonie. Et de un. Deuxièmement, nous avons l'Institut francophone du développement durable, qui est une entité très importante, un fleuron de la francophonie, comme un outil très important dont les pays sur lequel les pays peuvent compter. Alors, que fait l'Institut francophone du développement durable pour le développement durable ? Produit des notes de décryptage, des outils pour participer et négocier dans cet espace et à l'occasion de cette grande réflexion internationale sur la question du réchauffement climatique. Accompagner les pays pour qu'ils puissent pleinement participer. Ce qui s'est passé à Lima dernièrement a été un petit peu un signal inquiétant, parce que les pays se sont retrouvés avec un texte sur les accords finaux, certes en français également, mais ont eu du mal à participer pleinement à la discussion. Or, Paris, on va participer des échanges. Il le faut. Et le président Hollande, à ce sujet, est très clair. Ouais. C'est-à-dire qu'il fait appel à la francophonie, parce que nous avons aussi, nous agissons en partenaire, pour s'assurer que ces 80 pays à Paris, est-ce qu'ils vont faire bloc ? Est-ce qu'il y a un ensemble cohérent de ces 80 pays en matière, justement, de lutte contre le réchauffement climatique ? Ce qui est certain, c'est que ces pays doivent pouvoir dire comment le réchauffement climatique impacte leur développement. Et agir ensemble. Agir ensemble. Parce que c'est le tiers des pays de la planète qui sont d'accord, ça. Ils doivent aussi pouvoir parler de leurs solutions. Parce qu'il y a aussi des solutions qui viennent de tous les pays, qu'ils soient les pays industrialisés, des pays en développement ou des pays moins avancés. Les solutions sont là. Ce que nous avons lancé, par exemple, pour cette journée mondiale de la francophonie, et qui est célébrée sur plusieurs semaines dans l'ensemble de la francophonie, c'est déjà sur ce thème, un appel à la jeunesse francophone, qui est « J'ai à cœur ma planète », de sorte que de la base puisse remonter jusqu'au chef d'État, jusqu'aux décideurs, les préoccupations des jeunes, leur réflexion aussi sur le changement climatique. Là encore, vous comptez sur les sociétés civiles ? Assurément. Mais il n'y aura pas forcément de position commune. Écoutez, nous l'espérons, nous pouvons espérer une position commune, mais je ne peux pas présumer qu'il ressorte une position commune. Cela dit, il faut absolument que tous puissent participer, et la mobilisation francophone est claire, et ce que nous voulons dès à présent, et par la concertation aussi ministérielle, c'est que tous les pays francophones réfléchissent ensemble et arrivent vraiment à se faire entendre. Ça, cela est essentiel. Bien sûr, les intérêts peuvent diverger, mais nous espérons aussi que qu'il
qu'il y ait un effet d'entraînement. Par et la exemple, mobilisation. Au Canada, pour revenir quand même sur ce pays, même si vous êtes canadienne, le fait est que les provinces sont elles-mêmes parfois plus volontaires que l'État fédéral. Et ça, c'est le Canada. Vous comptez C'est-à-dire là-dessus ? que sur la question du climat, il n'y a pas une position unique. Vous allez appeler le Premier ministre Harper et lui demander plus d'efforts ? Mais comme je le fais avec d'autres, comme je le ferai avec tous, et je le fais déjà. Peut-être plus globalement, on parle de ces 80 pays, certains ne parlent pas du tout français, et la réponse classique, c'est-à-dire peu importe, on partage des valeurs, il y en a qui ne paient même pas la cotisation, confrontant les moyens, le Qatar par exemple. Vous téléphonez là aussi, vous dites ça serait bien de rentrer dans les clous ? Écoutez, nous avons même un groupe de travail spécialement dédié vous rassure, ils ont de l'argent. À la contribution, et en ce moment ce que nous voyons, c'est nous sommes passés de 20 pays que l'on pourrait qualifier de mauvais payeurs, à maintenant plus que 5. Et là-dessus, nous avons vraiment une stratégie pour amener tous ces pays à honorer leurs responsabilités. Qui ne paient pas, vous faites quoi ? Vous savez, ce qui est incroyable, c'est de voir que de tout petits pays en difficulté honorent leur contribution et leur engagement. Haïti, même au lendemain du tremblement de terre, a payé sa contribution. C'est incroyable, c'est magnifique. Maintenant, la francophonie se retrouve dans une situation où nous voyons aussi la contribution des pays diminuer. Les premiers contributeurs. Le Qatar figure parmi les 5 qui ne payent pas. Mais est-ce que vous y tenez tant que ça, à la présence du Qatar, étant donné une certaine différence d'appréciation de valeurs démocratiques ? Cette décision revient au chef d'État et de gouvernement de la francophonie. Il y a tout un processus pour présenter sa candidature à la francophonie. Il y a un examen des dossiers. Cela doit se faire 6 mois avant la tenue du sommet. Et les chefs d'État et de gouvernement. En tout cas, les mauvais élèves savent que vous les regardez. Mais non seulement nous les regardons, mais nous les raberons, assurément. Mais nous sommes face à une chose, et c'est un grand défi pour moi. J'arrive à un moment où nous sommes aussi face à ce pari que nous prenons d'une francophonie économique toujours plus agissante, avec tous les défis que nous connaissons. Je vais devoir aussi aller chercher d'autres partenaires. Je vais devoir attirer vers nous et sur des actions que nous menons et sur notre programmation des partenaires qui viennent aussi du secteur privé. Il y a un pays que l'on cite fréquemment, qui ne fait pas partie de la francophonie officielle, c'est l'Algérie. Votre prédécesseur espérait le ramener à la table de la francophonie. Vous nourrissez le même espoir ? Je reviendrai à la charge. Et Dieu sait que même alors que j'étais gouverneur général du Canada, en visite d'État en Algérie, c'est une question que j'avais abordée avec le président Bouteflika. Je pense que c'est important que c'est mieux si ce n'est pas la France qui le pose, arrive à cette étape. L'Algérie est toujours là, présente comme invité spécial, mais je crois que ce serait bien et que l'Algérie joue un rôle à part entière au sein de la francophonie et de manière formelle et officielle. Est-ce que par exemple, dans les valeurs de la francophonie, vous pouvez également œuvrer pour qu'il y ait une base, par exemple, sur la reconnaissance du droit des femmes, sur un certain nombre de valeurs de cette nature qui, dans les 80 pays, parfois, ces droits ne sont pas respectés. Mais vous voyez, Philippe, vous posez là, voilà encore le déficit de communication au sujet de la francophonie. Nous avons la question du genre, de l'égalité femmes-hommes. Sauf que ce n'est pas respecté partout, Madame Jean. Elle traverse toutes nos actions. Ça traverse, mais c'est pas respecté dans les 80 pays. Écoutez, en ce moment, à l'ONU même, j'étais début mars et j'étais là pour le 8 mars à l'ONU. J'ai pris la parole à la 52e session de la Commission des Nations Unies sur la question des femmes, alors que nous faisions le bilan de la conférence internationale de l'ONU à Pékin, à Beijing, sur la question des femmes. Et le constat terrible, et qui concerne toute la planète, c'est que sur la question des violences faites aux femmes, nous n'avons pas avancé. La situation est... Alors elle compte, et nous comptons tous sur la francophonie. Mais forcément, et nous avons un réseau de femmes, nous avons à la fois des femmes parlementaires, des femmes de la société civile. Cette question, elle est primordiale. Elle est fondamentale. Christophe Ayat. Au titre des valeurs de la francophonie, le pays fondateur de la francophonie, la France, connaît des élections. En ce moment, aujourd'hui même, et un des résultats possibles, c'est que un parti prônant la fermeture des frontières, prônant l'exclusion, la sortie de l'Europe, etc., risque de faire un score important. C'est le Front National. Alors, quel message est envoyé de la France aux autres francophones ? Comment c'est reçu ? Écoutez,
tout d'abord, je m'en voudrais de ne pas mentionner que la francophonie est née aussi de plusieurs. La France n'est pas le pays fondateur de la francophonie. La France est un pays, principal contributeur certes, mais un pays parmi les pays de la francophonie. Alors, évidemment, il reviendra aux Français aussi de décider Ils le verront dans quelques heures, oui. de leurs décideurs et de les choisir. Évidemment, les forces constructives du vivre ensemble sont les plus louables, et c'est ce que nous portons aussi comme vision et comme valeur absolue au sein de la francophonie. Merci Michaël Jean, secrétaire général de la francophonie, d'avoir passé cette heure en notre compagnie sur les antennes de RFI de TV5 Monde, émission réalisée en liaison avec notre confrère Le Monde. Vous parlez 5 langues, dont le français, que vous vivez avec cette passion, cette implication. Nous vous disons TV5 360 jours par an et RFI